bienvenue dans ce 3e numéro de Retour vers le début, le podcast qui raconte les débuts de celles et ceux qui font le cinéma français. Et aujourd'hui, alors je suis très heureuse de recevoir Louise Bourgoin, déjà parce que c'est ma sœur de cœur dans la vraie vie, mais aussi parce que c'est une actrice incontournable du cinéma français, dans tous les registres, dans le cinéma d'auteur, dans les comédies, et elle va nous raconter comment elle en est arrivée là. Bonjour Louise. Salut Lélé. Ça va ? Ouais, très bien. Écoute, c'est une question très ouverte, là, je sais pas comment commencer. Non, attends, je vais te lancer. Ah d'accord, tu vas m'aiguiller. Bah okay. Ouais. Déjà, toi, tu n'es pas parisienne, tu viens de Bretagne. Ouais. Et moi, je veux que tu me racontes déjà ton univers familial et ce que tu rêvais de faire quand tu étais enfant. Déjà, moi, mes parents se sont séparés à ma naissance, donc j'ai grandi seule avec ma mère et je voyais mon père ponctuellement. J'ai grandi à Rennes, en banlieue de Rennes, et mes deux parents étaient profs et ils rêvaient que je sois prof aussi, en m'expliquant que c'était la sécurité de l'emploi et que grâce à ça, j'aurais des vacances et un travail à vie et une sécurité. Et puis finalement... j'étais d'accord avec eux, donc j'ai tout fait, que ce soit au lycée en option art plastique ou après aux Beaux-Arts pour passer mon CAPES, que j'ai raté. Mais il y avait donc cette envie d'être prof d'art plastique, mais au fond, il y avait aussi une envie un peu enfouie d'être actrice, je pense, parce que j'étais une enfant très réservée en primaire et assez mélancolique, en fait. Enfin, en tout cas, très sensible. Ouais. Très sensible, tu vois. Je sais pas s'il fallait dire une poésie sur l'estrade. J'étais émue aux larmes, quoi, tu vois. J'étais très sensible, donc c'était très moqué. Je me souviens que mon maître, il me disait, dis non, tu vas arroser mes salades, je vais t'emmener chez moi, tu arroseras mes salades, là, parce que... Tellement tu pleurais ? Ouais, très facilement, très facilement. Ok, donc t'étais plus... Et c'était pas du tout une posture ou un truc pour obtenir quelque chose, c'était hyper sincère, mais c'était très ridicule, quoi. Pour les autres, c'était vraiment honteux. Ok. Et embarrassant. Donc j'ai toujours vécu avec ce truc un peu d'extrême sensibilité que je devais cacher et que c'était un peu honteux, embarrassant. C'était un peu comme une tare, quoi. Ouais. Et aujourd'hui, je trouve que c'est une force et ça me permet d'être créative et c'est un rapport au monde qui est sensible. Donc c'est plutôt une force aujourd'hui, mais à l'époque, je me disais, je suis pas comme les autres, j'ai un problème, quoi. Et je me souviens que j'avais découvert le théâtre en CM1. Et que j'avais une prof qui s'appelait Swazik. Malheureusement, j'ai voulu rentrer en contact avec elle, mais elle est décédée. J'avais une prof de théâtre qui était géniale, qui m'écrivait toujours le premier rôle de la pièce. Ah, c'est vrai ? T'étais sa chouchoute ? J'étais sa chouchoute et je me sentais hyper bien au théâtre. Ça me permettait de dépasser un peu cette émotion, de la canaliser, de la comprendre, de m'en servir et tout ça. Donc ça m'avait fait grandir vachement. M'avait donné très vite beaucoup plus de maturité. Attends, donc t'es montée sur scène. Je suis montée sur scène parce qu'elle écrivait elle-même. 10 ans ? Donc exactement, à 10-11 ans, tu vois. En CM1 et CM2, et elle écrivait des pièces. J'avais toujours le premier rôle, et je me souviens qu'elle me serrait très fort la main avant de monter sur la scène. Et elle croyait vachement en moi. Elle m'avait même fait faire des castings de théâtre, etc. Et ma mère a voulu... à mon entrée en 6e, que j'arrête le théâtre en me disant non, je préfère que tu fasses du catéchisme. Et en fait, j'avais rien à voir. Elle voulait que je fasse ma communion, etc. Ouais. Donc, j'avais dit, je peux faire les deux. Et elle m'avait dit, non, tu vas être débordée. Entrer en 6e, il vaut mieux que tu aies une seule chose. Là, théâtre et catéchisme, tu vas être débordée. Donc, la prof de théâtre avait dit, mais moi, je lui propose gratuitement de l'apprendre. Parce que je crois beaucoup en elle et tout ça. Donc, elle s'était dit, c'est une question d'argent et tout ça, parce que ma mère m'élevait seule. Ouais. Et ma mère avait dit, non, mais c'est sûr, je veux pas, etc. Et en fait, j'avais hyper mal vécu le truc. Et du coup, c'est resté une frustration, je pense. Ouais. Et c'est pour ça que je suis revenue, je pense, au jeu, peut-être intuitivement, sans trop calculer. Après les Beaux-Arts, en ayant raté mon CAPES, quand je suis arrivée à Paris, voilà, j'ai fait des castings et j'ai commencé... tu vas trop vite. Ouais, voilà. Tu vas trop vite. Après, là, je trouve que je donne déjà plein de détails. Bah oui, mais donc, alors, ok, est-ce que tu te souviens déjà de ce que tu as ressenti la première fois que tu as joué quelque chose, alors ? En fait, je me souviens des exercices qu'elle nous faisait faire. Ouais. Et je me souviens que, par exemple, il fallait s'allonger au sol et dire un texte en s'allongeant au sol. Ouais. Et en criant, en parlant fort, etc. Et je sentais mon ventre contre le sol, quoi, qui se gonflait d'air et tout ça. Et on prenait conscience de notre organe, corps, quoi, à travers tous ces exercices-là. Ouais. Je me souviens qu'il y avait de la danse, il y avait... Donc, j'avais une sensation de liberté. Et d'ailleurs, bon, ça, c'est anecdotique, mais peut-être que ça a joué. Il y avait un garçon qui s'appelait Bertrand et j'étais hyper amoureuse de lui. Et du coup, le théâtre s'est associé à une sorte d'adrénaline amoureuse, tu vois. Alors, il y avait le cours,
j'aimais le cours, mais j'aimais Bertrand aussi. Je voulais aller. Voilà. Ouais, Bon, okay. il l'a jamais su, hein, c'était pas. Mais du coup, ouais, c'était tout un truc d'aller au théâtre, quoi. Ok, donc bon, ta mère te fait arrêter. Ouais. T'as fait du catéchisme au final alors? Bah, bien sûr, j'ai fait toutes mes communions et tout pour le cadeau, pour avoir un cadeau. Ah bon? Parce qu'à la communion, t'as un gros cadeau, t'as un vélo, Et t'as eu quoi? Bah, j'avais eu un vélo. Ah bah génial. Ouais. Franchement, trop marrant. Et donc bon, tu te Ouais, dis enfin bon, génial. Bah, j'aurais préféré faire du théâtre, mais bon, oui. Oui, mais bon, c'est pas grave. C'est déjà sympa d'avoir un super beau vélo quand t'as cet hyper âge-là. optimiste. Bah oui, c'est vrai. Oui, c'est clair, c'était un beau cadeau. Tu t'es bien rattrapé par la suite, donc Ouais. tout va bien. Mais donc alors. Oui, c'est peut-être en me faisant arrêter le théâtre que finalement je suis devenue absolument, quoi qu'il arrive, comédienne. Bah Peut-être ouais. que si j'en avais fait comme ça jusqu'au lycée, je me serais dit, ouais, mais non, en fait. Oui, j'ai fait, j'ai donné. Ouais, Voilà, ouais. j'ai donné. Bon, alors donc tu te dis, je vais être prof comme mes parents, sauf que toi, tu veux faire prof d'art plastique. Donc tu viens à Paris à quoi, 18 ans? 19? En fait, j'arrive à Paris après mon diplôme des Beaux-Arts, donc bac plus 5, ça veut dire que j'ai 22 ans. Ouais. Et je m'installe à Paris parce que je trouve que Rennes, je connais tout le monde et que j'ai passé 22 ans là-bas, donc ça va, j'avais fait le tour, je rêvais d'aller à Paris et je rêvais de peindre et de dessiner après les Beaux-Arts, d'être artiste en fait. Et j'ai tenté mon CAPES à nouveau à mon arrivée à Paris et il fallait bien que je paye mon loyer, j'avais pas d'aide de mes parents, donc j'ai trouvé un boulot de façon complètement improbable sur une chaîne du câble qui s'appelait Fille TV où je t'ai rencontré. Oui, ça c'est Voilà. vrai. On s'est Donc rencontrés c'était pratique parce que casting. c'était 3 jours par semaine, donc c'était, ça me faisait de quoi payer mon loyer, vite fait, et je pouvais peindre et dessiner en parallèle et passer mon CAPES aussi. Bah ouais, et moi je me souviens qu'à l'époque, puisque donc on a passé le casting ensemble et c'est comme ça qu'on s'est connus et plus quittés, donc merci la vie. Et en fait, je me souviens à l'époque, tu m'as dit, moi j'avais envoyé mon CV pour faire des cours de dessin sur une chaîne du câble. C'était ça ta première... En fait, quand j'ai raté une première fois mon CAPES, j'ai en revanche eu la même année mon diplôme des Beaux-Arts et j'étais tombée par hasard sur une émission sur Disney Channel. C'est vieux, c'est Disney Channel, c'était une chaîne où... 20 ans en arrière, quoi. Ouais, c'est ça. Et c'est une chaîne où en fait j'avais vu une fille faire un pot à crayon avec un rouleau de sopalin à des enfants. Et la nana balbutiait. Elle était pas drôle. Et pas à l'aise, et je m'étais dit en voyant ça, mais en fait elle avait le même âge que moi, tu vois, et je m'étais dit mais en fait moi j'ai pas de formation mais je peux faire ça. Et elle doit gagner un fric fou puisque c'est le câble, enfin, parce qu'elle est à la télé, et surtout c'est pas compliqué, et elle est pas reconnue dans la rue puisque c'est une chaîne du câble, personne la connaît. C'est ça, tu voulais rester discrète et donner des cours. Et donc évidemment que quand t'es en ZUP Sud de Rennes, que tu connais personne dans la télé, t'as pas d'adresse à qui envoyer quoi que ce soit. Donc je vais sur Internet, l'époque où les pages mettaient un temps infini à s'ouvrir, tu sais, fallait être très patient. Donc là, on est peut-être en 2004, un truc comme ça. Ouais, 2004. On est en 2004 et je tombe sur le site de Canal J. Et là, pas moyen d'avoir l'adresse d'un directeur des programmes ou quoi, tu vois, il n'y a pas marqué recherche casting, machin, mais je chatte avec un animateur de Canal J et je ne lui dis pas j'adorerais faire ce que tu fais parce qu'il m'aurait pas aidé. Je dis alors que j'ai 22 ans, je lui dis j'ai 14 ans, je viens de la même ville que toi, je cherche un stage de 3e. Et le mec m'a envoyé l'adresse du directeur des programmes de Lagardère, Pierre Belaïch à l'époque. Et j'ai envoyé mon CV en disant je suis diplômée des Beaux-Arts et je vais vous faire des chroniques, quoi. Ah ouais, génial. Et avec une photo et tout. Et en fait, j'ai été conduite à ce casting sur Fille TV. Et lui, il pensait aider une nana de 14 ans en 3e. C'est drôle. Donc ça, c'est parti d'un gros mensonge. Mais lui, il se dit tiens, voilà. Et je me souviendrai toujours qu'à Rennes, je dis à des potes j'ai envoyé un casting pour bosser à la télé, et tout le monde a explosé de rire en me disant mais tu sais que c'est pas en envoyant un CV que tu vas bosser à la télé, faut connaître des gens, tu vois. Et grâce à Internet, voilà. Ouais, donc gros coup de chance, 2004, entre guillemets, directeur à des programmes, Pierre Belaïch envoie ton CV. Il voit mon CV, il le fait suivre pour Fille TV, la nouvelle chaîne qui venait de s'ouvrir, et là, quand j'ai été prise au casting avec toi, en fait, on a réalisé qu'il y avait 2000 nanas qui avaient envoyé des CV. On a été, je crois, toute petite dizaine à
être prise sur, c'est ça, quasiment 2000 candidatures. Et puis, on s'est retrouvés finalement à pas gagner d'argent. Toi, tu pensais l'inverse, faire de la télé. Ouais, en fait, j'ai compris que sur le câble, non, c'était pas payé. C'était très mal payé, mais c'était une super bonne école. Ouais, bonne école, parce qu'en direct tous les jours pendant, 4 heures, 5 heures d'affilée. Ouais. On écrivait nos textes. Ouais. Et ça a duré 1 an et demi pour moi, beaucoup plus longtemps pour toi. Ouais, moi j'ai fait toute la durée de la chaîne d'ailleurs. Ouais, je l'ai fait la naissance et le décès de la chaîne, j'ai tout fait. La chaîne et Léa, c'était la même durée de vie de chaîne. Oui, et toi, donc tu fais 2 ans. Ouais, je fais 2 ans. Et puis en fait, là, il y a le cadreur de l'émission, je sais plus comment il s'appelait, qui me dit mais passe le casting de la météo. Il cherche quelqu'un, etc. Météo de Canal+, dans le Grand Journal, pas la météo de TF1, voilà, non. Ouais. Et je m'étais dit, j'ai pas tellement envie d'être Miss Météo, mais en revanche, je vais leur montrer mes chroniques, et puis ils me prendront pour une chronique, quoi. Ouais. Et puis finalement, ils m'ont laissé improviser pour le casting de la météo, et j'ai bien vu qu'ils cherchaient quelque chose de drôle. Donc j'ai commencé comme ça. Il a fallu que je change de prénom 3 jours avant l'émission. Oui, parce qu'Ariane Massenet était parce qu'il y avait sur déjà une chroniqueuse qui s'appelait Ariane. Donc mon vrai prénom c'est Ariane et j'ai choisi de m'appeler Louise en hommage à Louise Bourgeois, une artiste contemporaine que j'adorais. Et d'ailleurs, ça t'a pas fait bizarre, ça, de perdre un peu de ton identité et en même temps... Alors, ça m'a beaucoup aidée parce que du coup, j'ai osé beaucoup plus, je pense, en étant comme ça, abritée derrière un personnage qui n'était pas moi. Et en revanche, ce qui est drôle, c'est que les gens de l'antenne m'appelaient Louise, 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 et je me retournais jamais. J'ai mis 1 an à me retourner. Ouais, c'est normal. Ouais. Je m'y suis pas faite, quoi. J'ai mis 1 an à m'y faire, en fait. Pourtant, ça sonne Louise Bourgeois. Maintenant, je me retourne aux 2 prénoms. Mais ça va, tu deviens pas un petit peu. Mais oui, je trouvais que ça sonnait mieux Louise Bourgoin que Louise Bourgeois. Alors, ça a beaucoup vexé mes parents. Ah ouais? Ouais. Non, t'as que Ariane Bourgoin, tu veux dire. Que je garde pas Ariane, quoi. Ils trouvaient beaucoup plus joli le prénom Ariane. Et tu te souviens de ce que t'as fait au casting de Canal+? Je me souviens, il y avait tout un tas de questions. Ouais. Déjà, j'étais parmi des mannequins rachitiques de l'agence Elite. Donc, j'étais pas du tout parmi des comiques ou des... Tu vois, je cherchais vraiment une très belle femme. Des belles filles, ouais. Et en revanche, du coup, elles n'avaient pas l'expérience que j'avais en télé, quoi. Et elles avaient 0 expérience. Ouais. Et les questions, je me souviens, il y en avait une, c'était si tu pouvais te réincarner en un personnage célèbre, vivant ou mort, qui tu serais, quoi. Ouais. Et j'avais dit, je serais Kurt Cobain et j'irais faire l'amour à mon colocataire homosexuel parce qu'il a toujours rêvé de se le taper. Voilà, je disais des trucs un peu punk comme ça. Ah ouais. Et il y avait d'autres questions. Il y avait des imitations. J'avais joué la Miss France. Enfin, je sais plus, j'avais fait tout un tas de trucs. Ariane, 22 ans, Miss Poitou-Charentes. Ouais, voilà, exactement. Mais ce qui est marrant, c'est que j'ai fait ce casting, on a dû me prévenir. Quand j'y suis allée, j'étais la dernière à passer. Ouais. J'y suis allée vraiment une demi-heure avant la fin du casting. Je crois même de mémoire parce qu'on s'appelait que je t'avais dit d'y aller aussi. Non, tu m'avais dit, je crois que je vais pas y aller. Et dernière minute, tu te décides en disant ça. bon. Parce qu'il restait une demi-heure et je m'étais dit, c'est un peu chaud avec le métro, le temps d'y aller. Ouais. J'y vais pas. Allez, j'y vais. Ouais, et puis je pense que parce que la Miss Météo, tu voulais faire un truc, enfin tu sortais quand même des Beaux-Arts, tu t'avais un peu peur aussi, je pense, de l'image, alors qu'en vrai, t'as été une des Miss Météo de Canal+, les plus aimées, quoi. T'as vraiment marqué, tu fais partie vraiment du top des Miss Météo du Grand Journal. Écoute, merci. T'en as conscience ? Non, pas du tout. Mais en tout cas, j'ai eu beaucoup de chance parce que j'étais avec des gens qui me laissaient carte blanche à l'écriture. Et puis, j'ai eu beaucoup de chance aussi parce que j'ai fait plein de bides, plein de trucs pas drôles. Et les gens oubliaient, quoi. Et les gens m'en voulaient pas. Je pense que c'est parce que j'étais jeune aussi. J'avais 24 ans quand j'ai commencé à la météo. Et je pense que du coup ma jeunesse effaçait les gros bides, quoi, les moments pas drôles. Il y a plein de trucs qui tombaient à plat, hein, vraiment. Oui, mais attends, c'est normal. Quotidiennement trouver une petite pastille, on en parlait souvent. Ce qui était très dur, c'est que j'avais les invités politiques, quoi. J'avais quand même 3 fois dans le mois Arlette Laguillet. Au bout d'un moment, je saturais, j'avais plus d'idées. Oui, pour faire rire sur Arlette Laguillet, c'est pas évident, quoi. Non. Ouais. Et Roselyne Bachelot, que t'as très très bien limité, qui est un standard de ce que t'as pu faire chez Canal, quoi. Ouais,
Ouais, bah en fait, je l'ai refaite il y a pas si longtemps en ministre de la Culture et j'aimerais bien encore refaire des imitations. Là, ça me manque. Ça, tu l'as découvert. Et toi, t'étais dans mes magnétos, hein, je te rappelle. Oui, je sais, moi. Tu es l'assistante de Roselyne Bachelot, d'ailleurs. C'est vrai. Si on regarde bien. C'est vrai, je venais de soutenir et du coup, tu me foutais dans le plan comme ça et c'est marrant. On s'est bien marré quand même. Ouais. T'as fait Ariel Dombal aussi? Ouais. Je me souviens que j'avais imité Carla Bruni, Ségolène Royal, Rachida Dati. Ouais. Et tu t'es découvert un talent d'imitatrice à ce moment-là ou tu le savais un peu avant quand même? Parce que tu prends leur mimique et tout quand même. En fait, je regardais leurs vidéos, leurs interviews et j'essayais d'imiter. Je travaillais quand même pour être au plus près. Mais c'était un tel plaisir, quoi. Je sais pas, je me posais pas trop de questions. Je faisais les choses de façon très intuitive et c'était un grand plaisir d'essayer de les imiter. Et souvent, mes textes étaient moyens, donc il fallait que je cartonne en jeu pour compenser. Et alors, avant qu'on te propose ce premier rôle dans le film d'Anne Fontaine, avant qu'on en arrive là, qu'est-ce qui se passe dans ta tête à ce moment-là? T'es à la télé, à Canal, est-ce que tu te dis justement, est-ce que je veux quand même faire continuer ma vie d'artiste que je m'étais projetée? Est-ce que t'as envie de jouer? Est-ce que t'as envie de faire de la télé? En fait, je m'étais résignée à être une artiste du dimanche et à peindre discrètement chez moi et à ne jamais exposer mon travail. Ouais. Ça m'allait très bien, en fait. Parce qu'en plus, j'avais quand même pas mal vues de documentaires sur le monde de l'art, etc. Et je trouvais un peu le rapport entre les galeristes, les artistes, parfois un peu triste. Et du coup, ça m'allait très bien de le faire que pour moi. Et là, ça me permettait de gagner ma vie, de bosser à Canal. Ouais. Et les deux, j'étais un peu complète, là. J'étais contente. Je prenais pas du tout sur moi pour présenter la météo. J'ai adoré faire ça. Ouais. J'ai adoré faire ça. C'est vraiment une révélation pour moi, quoi, de jouer, d'écrire mes textes. Mais en revanche, je me suis pas du tout dit je vais faire du cinéma. C'est Fabrice Lucchini qui, au bout de peut-être 1 mois et demi, 2 mois de météo, vient me voir après une émission et me dit mais mademoiselle, je ne ferai pas mon prochain film sans vous. Donc j'éclate de rire. J'éclate de rire, je me dis bonne blague. Et puis il me dit non mais je suis très sérieux en fait. Là j'ai reçu un scénario d'Anne Fontaine et si c'est pas vous, je le fais pas. Donc je tombe des nues en fait qui m'imagine actrice. Et là tu te dis quoi à ce moment-là? Tu te dis c'est une opportunité ou jamais de la vie je veux faire ça? Je me dis le mec est en plein délire. C'est pas parce que je fais des sketchs 5 minutes le soir que je sais jouer dans un film, quoi. Et finalement Anne Fontaine me voit pour le casting, j'y vais. Et elle me dit, c'est pas vous du tout, là. Vous êtes... alors là, moi, je cherche une cagole du Sud, une fille complètement écervelée, vulgaire et tout. Puis vous êtes quand même très cérébrale, vous êtes sérieuse, et ça ne va pas aller du tout, quoi. Et donc, ça m'a vexée. Ouais. Et je lui ai dit, mais je peux vous montrer les chroniques que je faisais à la télé, et est-ce qu'on peut est-ce que, voilà, je peux essayer quand même, et finalement... Ouais, et finalement, elle se dit, ah ouais, pas mal. Elle me revoit une 2e fois, une 3e fois. Donc vraiment, c'était pas sûr du tout que je l'ai. Ouais. Et finalement, elle me prend dans le film. Et là, j'ai un premier rôle féminin, alors que, j'ai aucune expérience de cinéma. Mais avec une metteur en scène, Anne Fontaine, qui est convaincue que je suis actrice. Et Lucchini, pareil. Donc c'était hyper bizarre. C'est comme un monde parallèle, quoi. Ça arrive, tu fais un métier qui est pas le tien du tout, et tout le monde te dit, je sais pas, on te dit, soit t'es charpentier, toi, viens nous aider sur la construction. Oui. T'es là, mais attendez, je suis pas charpentier. Mais si, t'es charpentier. Et il y a un truc, et du coup, c'était étonnant. Ils me parlaient vraiment comme une actrice. Ils étaient persuadés. Pour eux, j'étais actrice, quoi. Mais tu vois, c'est pour ça que j'aime ce podcast, c'est que je dis toujours, on ne sait jamais d'où viennent vraiment les artistes. Est-ce que c'est des enfants de la balle? Est-ce qu'ils ont fait la rencontre qui a changé finalement le cours de leur vie? Ou est-ce que c'était un rêve depuis toujours et ils ont défoncé toutes les portes pour y arriver? Donc toi, finalement, on peut se dire, même si potentiellement après Miss Météo, il y avait de grandes chances que tu finisses par aller dans le cinéma, la rencontre avec Fabrice Lucchini a changé un peu le cours quand même de ta vie, quoi. Ouais, complètement. C'est vrai, c'est vraiment cette rencontre. Et puis c'est une époque aussi, là on est en 2006-2007, où c'était très difficile de passer de la télé au cinéma, quand même. C'est vrai. Frédéric Bell commençait à le faire, mais à part elle... Parce qu'elle faisait la Minute Blonde. Elle faisait la Minute Blonde, et encore, elle n'était pas sur la météo, c'est encore autre chose. Oui, c'est vrai. C'était déjà des magnétos un peu d'actrice, où elle était
Elle faisait des sketchs vraiment purement tout tourné autour de son jeu, quoi. Moi, je venais quand même délivrer l'information de la météo tous les soirs. Oui, c'est vrai. Mais d'ailleurs, toi tu disais, je voulais discrètement peindre chez moi le dimanche. Voilà, ça aurait été une vie qui me conviendrait très bien. Mais il fallait bien que je gagne ma vie. Non, mais c'est sûr. Mais je veux dire, la première fois quand t'es Miss Météo qu'on te reconnaît, par exemple, dans la rue, est-ce que cette notoriété naissante t'a pas effrayé au moment où on te propose un premier rôle pour le cinéma? Ou est-ce que c'est pas grave, finalement, c'était pas un sujet, quoi? Non, j'ai considéré comme une chance le fait de jouer dans un film, ça m'intéressait, et puis le film a été un énorme succès, ça a fait presque 1 million d'entrées. Et t'as été nommée au César. J'étais nommée au César, ouais, c'est une grande chance de commencer par un vrai beau premier rôle féminin, avec une réalisatrice dont j'admirais les films, j'avais adoré Entre ses mains... J'avais adoré Nettoyage à sec, c'est quand même une réalisatrice que j'admirais. Et en plus, qui avait elle-même été actrice, donc qui m'a vraiment bien dirigée. Tu vois, je ne suis pas commencée avec quelqu'un qui dirige mal. Enfin, donc sûr, c'était une grande chance. C'était la meilleure chose pour commencer, en fait. Et puis, pareil, moi qui te connais très bien, je sais à quel point tu es une grande travailleuse, quoi. De mémoire, à l'époque, tu avais fait une formation quand même. J'avais fait pendant Fille TV, pour être bien à l'antenne, j'avais fait une semaine de stage de théâtre. Et je veux dire, à chaque fois que tu as un nouveau rôle, mais on pourra en discuter, là on va faire dans l'ordre, mais s'il y a besoin de chanter, tu vas prendre des cours de chant, s'il y a l'anglais, parce que là tu es dans une série qui est sur Canal+ en ce moment. Mr. Spade. Mr. Spade. Ah oui, mais attends, mais ça c'est complètement normal, ça fait partie de mon métier. Ouais, mais je trouve ça génial. Il y a des acteurs, franchement, attends, ça, c'est qui se la font base. Confiance, et qui se disent c'est bon, moi j'ai tout. Non. D'ailleurs, tu vois. Non, il y en a pas. Il y en a quand même. Pas beaucoup, je pense pas. Ça fait pas. En fait, t'as du plaisir en jouant quand t'es préparé. Oui, c'est sûr. Ouais. Et alors, donc on est au moment du Grand Journal, Canal+, premier rôle au cinéma dans le film d'Anne Fontaine. Ouais. Et après, j'ai encore une année de Grand Journal, j'ai fait 2 ans. Donc, mais cette expérience te dit, ma carrière, ça va être le cinéma, ou au contraire, tu dis, c'était une opportunité et je continue ma petite vie, j'ai pas eu l'occasion de me poser la question parce qu'en fait, juste après La Fille de Monaco, ça y est, j'ai commencé à recevoir des scénarios, des scénarii. Et du coup, j'ai dû arrêter Canal. Je pouvais plus faire les deux. J'avais tourné 5 films l'année suivante. Blanc comme neige, Adèle Blanc-Sec, L'autre monde de Gilles Marchand. Un heureux événement, c'était encore l'année d'après. Mais Sweet Valentine, j'avais plein de projets. Donc j'ai arrêté Canal. Je pouvais plus faire les deux en même temps. Et puis surtout, j'ai arrêté au moment où il fallait arrêter, tu vois. Après, ça aurait été un peu une caricature de moi-même, je pense. Tu vois, j'avais un peu tout exploré. Ouais. Donc, la carrière dans le cinéma se lance à ce moment-là. Qu'est-ce que pensent tes parents de cette carrière, toi qui te prédestinais à être prof comme eux? J'ai que ma mère, mais ma mère, en fait, elle est pas très compliment. Enfin, tu vois, elle m'a jamais dit « Ah, je suis tellement impressionnée par ce que tu fais » et tout ça, tu vois. Elle va voir tes films. Ouais, elle va voir mes films, mais elle peut très bien me dire « Oh là, c'est mal joué, là, c'est mal joué. Ah, j'ai pas aimé. » Enfin, tu vois, elle est très cash, quoi. Elle est pas... Donc, au moins, ça me permet de garder la tête sur les épaules. Mais ma mère, qu'est-ce qu'elle dit de tout ça Tu vois, c'est marrant, il y a très peu de temps, je lui ai dit « Mais pourquoi, en fait, parce que j'en ai parlé dans Psychologie Magazine. Je lui dis, mais pourquoi, en fait, t'as pas voulu que je continue le théâtre? Puisqu'en plus, c'était gratuit. Et j'ai pas eu de réponse sur le SMS. J'ai pas compris, en fait. Mais qu'est-ce que je peux dire Et ta culture du cinéma, tu l'as faite sur le terrain, ou tu t'es dit, oulala, si je mets un pied dans le ciné, faut que je mate plein de films Alors déjà, j'étais très cinéphile, et on a beaucoup vu de films aux Beaux-Arts, en fait. On a parlé beaucoup de cinéma aux Beaux-Arts, et puis surtout, il y a plein d'artistes contemporains qui travaillaient avec l'image, la vidéo, qui faisaient des mises en scène, qui se filmaient, qui faisaient des performances. Donc c'était très très proche du cinéma. C'était du cinéma expérimental, mais quand même, ça fait partie de la famille du cinéma. Donc j'ai toujours vu énormément de films. Mon meilleur ami était extrêmement cinéphile. Il m'a formé, il m'a montré tous les Desplechin, les Cronenberg et tout. Il était très très formé. Déjà à 20 ans, 21 ans, j'étais très cinéphile. Et mes parents, en fait, j'ai fait l'opposé de ce qu'ils auraient aimé que je fasse, puisqu'ils voulaient une sécurité d'emploi.
une tranquillité en fait pour moi, que je sois casée dans un sens à vie dans l'éducation nationale. Et moi j'ai fait l'opposé, c'est-à-dire un métier où tout peut s'arrêter, où tout d'un coup tu ne vas pas tourner pendant 2 ans. Et je sais que ça les a longtemps quand même un peu inquiétés. Il a fallu que je gagne très très bien ma vie, que j'achète mon appartement vers 28 ans, 29 ans pour vraiment que là il soit réconforté et rassuré. Ouais. Et tu as tourné quand même avec des grands réals, quoi. Bon, tu t'en as cité beaucoup, mais c'est vrai, même moi j'adore un heureux événement, Rémi Besançon, j'aime beaucoup ses films. Bon, Besson, Les aventures extraordinaires d'Adèle Blanc-Sec. Est-ce qu'il y a un moment où tu t'es dit, waouh, ok, là, ça va trop vite, ça va trop... Est-ce que tu as été impressionnée à un moment de ta bien carrière ? Sûr. En fait, dès mon premier film, j'avais la nomination César, et puis il a fait 1 million d'entrées, et après je faisais Adèle Blanc-Sec de Luc Besson. Je me rendais compte, je mesurais ma chance, quoi. J'ai trouvé que j'étais extrêmement chanceuse. J'ai travaillé comme une damnée pour Adèle Blanc-Sec, parce qu'en fait c'était un ton très particulier, une vraie composition, il fallait parler très vite avec un rythme très rapide, c'était en costume d'époque, il y avait de l'action avec des cascades, etc. Donc, tu t'es entraînée ? Bien sûr, ouais, j'avais beaucoup travaillé pour Adèle Blanc-Sec. Et puis Luc Besson, il avait vraiment une vision de son Adèle, donc presque il me la jouait et je le copiais, quoi. Enfin, tu vois, il était Adèle Blanc-Sec et il savait très très bien ce qu'il voulait. Et c'est quelqu'un qui est un peu... qui a une vision vraiment du vêtement, du costume, en passant par le décor, le ton de tous les personnages. Vraiment, c'est comme un grand marionnettiste, quoi. Et puis, ou comme un dessinateur de BD, un peu. Il avait vraiment tout son univers, donc c'était très exigeant, quoi. Et je me suis dit que, ça allait vite. Donc je me suis parfois, pour d'autres films, quand tout d'un coup là c'était plus un metteur en scène qui dirige aussi précisément qu'Anne Fontaine ou Luc Besson, qui en étaient pas à leur premier film, qui sont très aguerris, qui dirigent très bien, qui savent très bien où ils vont, etc. Quand j'ai eu des metteurs en scène plus fragiles sur des premiers films, etc., j'ai pu avoir des périodes de grand doute, quoi, des périodes où je me dis, bon putain, je suis pas une actrice, qu'est-ce que je fous là, je sais rien jouer, je sais pas faire. Et heureusement, j'en avais parlé à un ami acteur, Benjamin Laverne, qui m'avait dit, quand t'as des moments de doute comme ça, tu peux vraiment être complètement soutenue par Nicole Fallien, qui est la prof de chant de la Comédie Française, et qui peut vraiment t'aider à travailler ta diction, t'aider à répéter des scènes, etc. Et je l'ai vue, en fait, en cours particulier. Et ça m'a fait un bien fou, parce que j'ai eu le sentiment de participer à des cours que j'aurais eu si j'avais fait le conservatoire, tu vois, parce que j'avais quand même un grand sentiment d'illégitimité à ne pas avoir fait d'école, et à jouer face à des gens qui sortent du conservatoire, qui sortent de la Comédie Française, etc. Et du coup, ça m'a énormément aidée d'avoir cette femme qui avait déjà un certain âge, et que je vois toujours d'ailleurs, pour préparer mes rôles, ça m'a beaucoup aidée qu'elle me dise « mais super, mais c'est bien, non, tu vois », je me suis sentie plus légitime tout d'un coup. Il y a encore des films où tu passes des essais, ou dès qu'on t'envoie... il y a encore des films où je passe des essais, bien sûr. Par exemple, pour Hippocrate, j'ai fait des essais, je suis revenue 3 fois... Alors que... Ce qu'on appelle des callbacks. Des callbacks, exactement. Mais même chose pour Mr. Spade, la série qui passe en février sur le Canal. C'est la seule française dedans. Non, il y a aussi Chiara Mastroianni et Jonathan Zakai et Denis Ménochet. On est plusieurs Français, parce que c'est l'histoire d'un détective privé qui vient de Chicago, qui arrive dans un village français à Bozoul, et qui va les aider dans une affaire... De kidnapping à régler la situation. Donc il va reprendre du service en tant que détective privé, et il va parler à des gens dans le village qui sont tous français. Donc on parle avec lui en américain, mais sinon on parle entre nous français, donc il y a un peu des deux. T'as passé combien d'essais? Et j'ai passé 2 essais avec le réalisateur, donc le réalisateur de The Queen Gambit, là, le jeu de la dame. J'ai passé 2 essais. Série. Ah ouais, j'ai adoré cette série. Adoré. C'est marrant, ça m'a rappelé un peu Rocky, parce qu'à la fin, elle affronte le russe et tout ça. C'est une sorte de Rocky du cerveau. Ouais. Mais je sais que j'adore ça, en fait, quand j'ai tout approuvé et que
tout est débarrassé de mon passé, de ce que j'ai pu faire avant, etc. Parce que là, il me connaissait ni d'Ève ni d'Adam. Je sais qu'il voyait énormément d'actrices de mon âge, ou d'âge différents d'ailleurs, pour ce rôle. Et du coup, tout était vraiment sur l'anglais, la façon de s'accaparer le personnage, de proposer, tu vois. Et ça, j'adore. Quand on repart à zéro, j'adore. Bah ouais. Et est-ce que t'es plus impressionnée de tourner avec des acteurs américains très connus ou des acteurs français très connus ? J'essaie de pas trop me poser la question. Clive Owen, en fait, il était tellement... J'avais beaucoup de scènes avec lui. Il était tellement doux, gentil, à me parler de ses envies de réaliser, à me parler de sa fille qui est chanteuse, de me parler de peintres qu'il collectionne. Moi aussi, je collectionne des peintres. Donc, on s'est vraiment retrouvés sur ce terrain parce qu'il achète... un peintre que j'adore, des œuvres d'art. Il m'a montré ça un peu, les ventes aux enchères, etc. Donc on s'est vraiment reconnecté là-dessus. Il adore l'architecture, le design, machin. Et du coup, ça allait. Du coup, comme on a tellement sympathisé, ça va. J'étais pas trop impressionnée. Mais par contre, je me souviendrai toujours du milieu du tournage de la série où sa coiffeuse me dit « Ah, je viens d'avoir, je sais plus, je crois qu'elle a vu un grand prix pour la meilleure transformation de Clive dans une série. » Et je lui dis « Ah, mais il faut que je la vois, cette série, c'est quoi ?» Et elle me dit « Bah, il joue Bill Clinton dans American Crime Story sur l'affaire Monica Lewinsky, il est génial et tout. » Et donc, pendant le tournage, évidemment, je regarde tout. Et après, quand je jouais avec lui, j'avais l'impression de voir Bill Clinton, tu vois, parce qu'il le faisait tellement bien que là, du coup, ça m'a troublée. Je me suis dit « Ah, j'aurais pas dû regarder un truc avec lui, parce que là, je prenais conscience du fait que, putain, waouh. » Il était incroyable. Ouais, c'est ça, enfin... Mais... Sinon, j'étais tellement sur l'anglais parce que j'ai tellement travaillé et tout que j'avais même pas le temps d'avoir peur, si tu veux. J'étais vraiment écoutée à l'oreillette par ma coach d'anglais qui revenait me voir entre les prises en me disant voilà, ce mot-là, tu l'as pas très bien prononcé, prochaine prise, tu refais comme ça. Enfin, Ça doit être dur de se concentrer et sur le sens de la phrase quand même, parce qu'il faut la jouer, l'interpréter, et en même temps les mots qu'il faut retenir. Très dur. Mais c'est un exercice intéressant. En fait, il y a deux choses. C'est que d'abord, quand tu joues en anglais, mais il y a plein de gens qui te disent ça quand ils voyagent. Tout le monde va te dire la même chose. Quand tu voyages et que tu parles en anglais, par exemple, donc pas ta langue maternelle, t'es différent. Donc soit t'es plus libre, soit t'es plus drôle, soit t'es moins mélancolique. Et je pense que t'es débarrassé en fait de tout ce que la vie, ta vie à toi, a mis sur tes mots de ta langue maternelle à toi, si tu veux. T'es un peu débarrassé de tout ça, c'est comme un terrain vierge, et du coup, c'est plus allégé. Et c'est une langue aussi qui est tellement rapide, les phrases sont tellement plus courtes que les phrases françaises, que t'es beaucoup plus percutant en termes d'humour. Ah, c'était plus percutant pour les vannes, les punchlines. Parce qu'il y a des vannes dans Mr. Space. Carrément. C'est très très drôle. C'est drôle. En fait, c'est de l'humour à froid, c'est très pince sans rire, un humour très anglais. Une comédie dramatique. Alors, ou un drame, dramédie comme ils disent. C'est compliqué, c'est vraiment un truc étrange. Mr. Space, ça ressemble à rien de ce que je connais. D'abord, il y a une reconstitution historique parce que c'est dans les années 50 et 60 sur fond de guerre d'Algérie, mais en plus il y a donc des meurtres à élucider, donc c'est un peu thriller, un peu policier, des choses qui font très peur, et en même temps il y a un ton très caustique et très drôle entre les personnages. Il y a beaucoup d'humour, beaucoup de sarcasme, de cynisme. Donc, c'est très beau, hein, les images, très très beau. J'ai vu passer les trailers, très beau. Mais j'ai vraiment hâte de le voir. Bon, alors je remonte un tout petit peu en arrière parce que il y a une question que beaucoup de gens se posent dans ton parcours, c'est que donc tu sors de Canal+, où on te découvre comme une jeune femme très 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 drôle, qui fait de la comédie, non c'est vrai. Tu fais La fille de Monaco, comme tu dis, une cagole de Marseille, un peu écervelée, etc. Et puis progressivement, ton parcours cinématographique se dirige vers le cinéma d'auteur et tu délaisses un peu les comédies. Est-ce que c'est un choix personnel ? Comment ça s'est passé, ce dénivelé ? Alors, j'ai apprécié qu'on me propose autre chose que des comédies, qu'on me propose des choses plus sombres et plus tragiques, parce que j'ai aussi ça. Et je m'y sens bien aussi. Et puis, c'était un moment, je me sens, entre 2013 et 2017, où j'ai fait un peu que ça. C'est juste que je trouvais les films, à ce moment-là, en tout cas, dans ces registres-là, plus intéressants que les comédies qu'on m'envoyait. Parce que souvent, dans les comédies, en fait, on me proposait d'être la femme de. Donc, c'était pas moi qui étais drôle. L'univers était drôle. Le personnage principal était drôle, mais j'étais un peu passe-plat, quoi. J'étais le clown blanc qui fait que l'autre est drôle, et puis toi, tu réceptionnes, ou alors tu dis la phrase qui va lui
permettent d'être drôles. Donc, mais aujourd'hui, ça a changé vraiment. Il y a beaucoup plus de femmes réalisatrices. Les rôles féminins sont beaucoup plus travaillés. Ils peuvent être plusieurs choses à la fois. Avant, t'étais la moche drôle, mais si t'étais belle, tu pouvais pas être drôle. Enfin, il y avait quand même des clichés, je trouve, assez évidents. Et aujourd'hui, il y a plein de personnages qui sont très différents, très singuliers, et qui font pourtant beaucoup d'entrées. Même là, par exemple, on m'a proposé une comédie que j'adore qui sort le 20 mars, Bis Repetita, d'Émilie Noblet. Alors elle est plus jeune que moi, elle a 34 ans, elle est brillante. C'est son premier film, mais elle avait déjà réalisé des choses en tant que chef-op. Film coup de cœur du Festival de l'Alpe d'Huez 2024. Bravo, exactement. Et c'est avec Xavier Lacaille qui joue dans Parlement, qui est génial, qui est scénariste et qui est très très bon pour l'impro. J'ai adoré jouer avec lui. Et là, tu joues une prof, ça ferait plaisir. Là, je joue une prof, une prof de latin, mais qui en a plus rien à faire de ses élèves, qui met 19 sur 20 à tout le monde pour qu'il la ferme et qu'on fasse autre chose en cours que travailler. Pourquoi on n'a pas ce genre de prof ? J'ai capitulé, quoi. Je leur mets 19 et basta. J'ai vraiment... je rends mon tablier, quoi. Et malheureusement, elle est prise à son propre piège puisqu'elle gagne le concours des meilleurs latinistes d'Europe. Et elle doit partir pour sauver l'option latin avec tous ses élèves pour passer le concours. Et son but, ça va être d'essayer de montrer... d'éviter qu'on comprenne que ses élèves sont absolument nuls et ne connaissent pas un mot de latin, quoi. Donc, elle a un peu son métier à sauver et en même temps tout ça sous le regard de Xavier Lacaille qui joue Rodolphe et qui est le neveu de la directrice et qui est persuadé que je suis brillante et que mes élèves sont brillants. Donc, on va essayer de tricher. Mais c'est vraiment hyper savoureux. C'est une comédie. J'ai le premier rôle et pour le coup, je suis de tous les plans et j'ai adoré jouer cette prof complètement démissionnaire, un peu punk quand on n'a plus rien à faire. C'était génial. Et puis, c'était agréable de travailler avec une équipe jeune, quoi. Là, ça y est, je suis la vieille actrice. C'est ça, tu te fais diriger par des gens plus jeunes que toi. Ouais, c'était agréable. Et alors, t'as pas de préférence, quoi? Cinéma d'auteur, comédie? Aucune préférence. T'es ouverte à n'importe quelle proposition? Ouais, je suis ouverte. Je suis trop contente d'appartenir à aucune famille en particulier. Et je trouve que en vieillissant, tu vois, plus les années passent, plus je trouve que les actrices sont associées à des catégories. J'ai beaucoup de chance de pouvoir faire les deux. Ouais, c'est vrai. Et est-ce que tu penses que si tu devais démarrer dans le cinéma aujourd'hui, sans le background qu'on vient d'évoquer, est-ce que tu crois que ce serait plus difficile ou plus facile ? Imaginons une jeune femme vient de Rennes aujourd'hui et a envie de faire du cinéma. Qu'est-ce que tu lui conseillerais de faire déjà ? Et est-ce que tu penses que c'est difficile ? Déjà, pas du tout la même chose que ce que j'ai fait parce qu'il y a 20 ans qui se sont passés. Donc honnêtement... Mais j'ai encore pas mal d'acteurs, tu vois, qui me demandent sur les plateaux, qui ont des petits rôles et qui me disent je fais comment pour machin. Moi, là, j'ai 22 ans et je suis à l'époque actuelle, mais je fais... et ce serait peut-être catastrophique et peut-être que j'aurais jamais fait de cinéma, mais je veux dire, je ferais plutôt des trucs comme Moguise, Camille Lelouch, David Voinzon, enfin, je ferais des sketchs chez moi, avec mon téléphone. Ouais, je ferais des sketchs chez moi avec mon téléphone sur mon Insta. Ouais, tu crois que c'est la meilleure façon d'émerger aujourd'hui ? Aujourd'hui, en tout cas, quand je joue dans un film et qu'il y a des petits rôles à pourvoir, on ne ferait pas un casting parmi des acteurs. On fait un casting parmi des gens qui sont déjà connus sur Internet. Ah ouais, tu vois, c'est pour bien, les petits rôles. Un bon conseil. Pour les petits rôles. Mais c'est évident. Évident. Ok. Bon. Et alors... Est-ce que tu te souviens du premier cachet que tu as reçu d'actrice ? Attends, je finis. Pardon, mais du coup, c'est moi, je voulais juste compléter en disant que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, être acteur, ça ne suffit pas, quoi. Faut écrire aussi. Ah, d'accord. Alors, c'est bien que tu m'en... Pour moi, ça fait vraiment partie du métier d'acteur que, tu vois, par exemple, sur Bis Repetita d'Émilie Noblet, on a improvisé, j'ai écrit des trucs, Xavier aussi, on est avec une réalisatrice qui est preneuse de ça, tu vois, et après, elle n'a pas tout gardé, bien sûr, mais c'est important aussi, quand tu construis ton personnage, je trouve, d'être capable aussi de lui faire dire des choses. Ouais. Tu vois, d'oser ajouter des choses, modifier les textes, ça fait partie, en fait, de ton travail d'acteur. Alors justement, tu m'emmènes, je reviendrai au premier cachet, parce que c'est moins important, mais c'est anecdotique. Mais en tout cas, j'ai reçu donc Elie Semoun, qui a double casquette, lui, de auteur, scénariste, réal et comédien. Oui, lui, il est réalisateur. J'ai reçu Olivier Nakache, qui lui est juste réalisateur. Toi, aujourd'hui, pour l'instant, tu es, entre guillemets, juste actrice. Et cette casquette de réalisatrice scénariste, je sais que tu as envie de la saisir et de la prendre depuis quelques temps, mais qu'est-ce que t'attends ? Ah là là, c'est dur. J'ai pas ton aisance pour écrire. Et puis,
J'admire le fait que toi, on peut le dire, tu as réalisé ton premier film qui va sortir le 31 juillet. Tu sais comment je le sais? Non, comment tu le sais? Je te dirai comment je le sais. Okay. Le 31 juillet 2024. On a tous hâte de voir avec Ahmed Silla et un jeune garçon. Et un jeune garçon qui va devenir connu. Ah, c'est sûr, il est incroyable. Il a 10 ans, mais c'est sûr, il aura une longue carrière. En fait, j'ai toujours envie de réaliser. Et surtout, quand t'es acteur, t'es l'outil de l'œuvre de quelqu'un, donc t'es au service de son histoire et t'essayes de faire au mieux pour qu'il puisse dire ce qu'il veut dire. Mais quand t'es réalisateur, t'es vraiment maître de tout et tu peux vraiment tout dire. C'est une plus grande possibilité créatrice, c'est clair, donc ça me donne très envie, mais j'avais une histoire pendant longtemps que je voulais développer, et puis là, je suis passée à une autre histoire, mais c'est difficile parce que j'ai 2 enfants en bas âge, j'ai beaucoup de tournages, j'ai fait 6 films et 2 séries en 2 ans, j'ai du mal à faire, par exemple, Xavier Lacaille, avec qui j'ai tourné dans Bis Repetita, lui, il est scénariste, et entre les prises, il prend son ordi, et il écrit une séquence et il bosse. Moi, je n'y arrive pas. Je suis sur un film, Ouais, t'es concentré, quoi, sur ton film. Ouais, je suis concentrée sur mon perso. C'est bien aussi. C'est bien. Du coup, mais là, je viens juste de terminer, il y a 2 jours, Hippocrate saison 3, et je tourne pas avant le mois de mai, donc voilà, je vais m'y mettre. Tu vas t'y mettre? Génial. On n'a pas le droit, évidemment, de savoir de quoi il s'agit ou non. La meuf qui a quand même tenté, on sait jamais. Bon, trop hâte. Moi, j'ai hâte que tu fasses ce premier film. Toi, t'as fait plein de courts-métrages avant. Peut-être que je commence par un court-métrage d'abord. Ouais. Mais c'était vraiment... Oui, c'est vrai. C'est bien d'en faire, même si j'avais signé mon premier long avant de faire des courts. Mais pour passer le temps, j'ai fait des courts-métrages. Et c'est vrai que j'ai bien fait de les faire parce que j'ai énormément appris. Gain de temps énorme. D'expérience, ça c'est sûr, pour ceux qui veulent réaliser, je vous le conseille. De dingue. Donc, donc prochaine casquette. Non, oui, je disais, ton premier cachet, ça pour revenir, c'est que moi je me dis toujours, quand on reçoit son premier cachet d'actrice, est-ce qu'on se dit c'est bon, je suis dans le game, c'est waouh, tu vois, ou est-ce que à l'inverse, on est un peu impressionné, on sait même pas quoi faire de ce cachet qui, même si c'est 5 000, 10 000 euros, quand on vient de Rennes, banlieue de Rennes comme toi, ou de banlieue parisienne comme moi, c'est toujours énorme, quoi. Et on se dit waouh, qu'est-ce qu'on fait de ça? T'en as fait quoi? Tu t'en souviens? Comment t'as dépensé ton premier cachet? En fait, je me souviens plutôt de mon premier salaire à Canal, parce que du coup, ça n'avait rien à voir avec le salaire que j'avais sur le câble. Et là, tout d'un coup, je gagnais plus que mes parents. Donc, je me souviens que j'ai pu... tu te souviens de ce studio? J'avais pu louer un super studio près de l'île Saint-Louis, là. Alors que j'étais à la Goutte d'Or en coloc. D'ailleurs, quand t'es arrivée sur Paris, c'était très drôle parce que tu m'as dit, j'ai trouvé un appart, genre vers la Goutte d'Or. Je dis, mais t'es malade, tu vas jamais survivre dans cet appart, dans ce quartier. Et en fait, non. Non, il m'est jamais rien arrivé. C'était super, ce quartier. Mais c'est juste que, voilà, il y avait déjà... parfois des taxis qui voulaient pas m'emmener. Mais je sais que quand je suis arrivée dans le 4e, là, j'étais trop contente, grâce à Canal, d'avoir déjà mon appart à moi, de plus être en coloc, même si j'adore mes colocs, mais c'est vrai que c'était un peu... Oui, c'est bien d'avoir tes moments, surtout pour préparer les films et tout ça. Ouais, voilà. Et puis, je me souviens qu'avec mon premier salaire de Canal, j'avais tout dépensé. Je m'étais acheté une grande télé et puis de quoi meubler cet appart en location, là. Enfin, ce studio. J'avais tout à acheter, j'avais rien, quoi. Mais c'était ça, c'est ce que... Je me souviens que mes cousins, ils m'avaient dit, alors du coup, là... tu vas dans les supermarchés et tu regardes pas les prix, quoi. Et c'était très symbolique, mais ça m'a marqué. J'étais là, non, c'est vrai, maintenant, j'ai pu regarder les prix au supermarché. Et alors, Et après, après mes cachets suivants, moi, mon but, c'était d'être propriétaire, parce que... Oui, comme tu dis, pour assurer tes parents, ta mère, la rendre fière. J'ai jamais fait des folies, tu vois. C'est vrai. J'ai toujours été très raisonnable, quoi. Voilà. Et donc... J'ai placé, voilà, j'avais pas... Et puis après, quand j'ai eu mes enfants, j'ai voulu qu'ils aient chacun une chambre. Donc c'était ça, mes buts, c'était plutôt immobilier et mes enfants, quoi. Et d'ailleurs, si un de tes 2 fils voulait être acteur, tu serais OK? C'est le silence. Il y a des choses qui t'effraient ou s'ils disent je veux faire comme maman... Tu serais fière ou... Non, mais je voudrais être sûre qu'ils le font pour des bonnes raisons, en tout cas.
Mais s'ils sont heureux, je serais pas comme ma mère, quoi. Je les empêcherais pas de prendre des cours de théâtre s'ils veulent prendre des cours de théâtre. Mais je leur donnerais certains conseils. Ouais, ah ben voilà. T'en as un, vas-y, juste un, qu'on pourrait donner justement à tous les gens, soit les parents qui nous écoutent dont les enfants veulent devenir comédiens, soit des jeunes comédiens. Ah, bah en fait plusieurs, je leur dirais qu'il faut déjà énormément travailler pour avoir du plaisir à jouer. Ouais. T'es pas comme ça. Oui, tout d'un coup, t'attends pas de trouver l'inspiration et puis Enfin, je m'exprime mal là, mais en gros, ça tombe pas tout cul dans le bec, c'est beaucoup de travail en fait. C'est vrai que les gens aussi imaginent qu'on arrive à 10h et qu'on part à 17h, mais ouais. En fait, tu bosses d'arrache-pied tout le temps avant. C'est très bien payé, mais si tu veux, c'est une disponibilité. Je sais pas, sur Hippocrate, j'arrive à 6h30 du mat, je rentre chez moi, il est 22h30, on tourne... On fait des nuits, quand tu vois des nuits à l'écran, c'est qu'on tourne vraiment de nuit. Donc on arrive, il est 23h, on repart à 6h du matin sur une semaine. Machin, c'est des horaires très étranges. Pour la vie de famille, c'est particulier, c'est un choix de vie. Presque une vie d'hôtesse de l'air, quoi. Ouais, c'est un choix de vie, hein, mais c'est voilà, moi j'aime tellement jouer que c'est pas grave. Mais il faut le savoir. Et puis tu fais beaucoup de casting où t'es pas pris, voilà, faut persévérer, faut pas le prendre personnellement. C'est hyper important de pas prendre personnellement le fait de pas être pris à un endroit. Oui, ça c'est vrai. C'est hyper important, tu vois, c'est pas toi, c'est juste que voilà, le mec il a une vision de son personnage, ça n'a rien à voir avec toi, mais c'est pas parce que t'as mal joué, etc. Et puis, non, qu'est-ce que je pourrais conseiller d'autre ? Bah ouais, que ça passe par le plaisir surtout, quoi, vraiment avoir du plaisir à jouer, ça s'apprend, enfin on l'a pas tout de suite, quoi. Et tu fais partie de ces actrices, parce que j'ai demandé à Olivier et à Ellie, mes deux premiers invités, s'ils avaient eu dans leur carrière une phase de melon, tu sais, de genre... Non, moi jamais. Et toi, jamais ? Non, alors pourquoi ? Parce que ça m'est arrivé super tard, en fait. Moi, j'ai joué dans mon premier film à 27 ans. Ouais. Et en fait, en général, quand t'es actrice, que tu fais Louis Courfleurant, etc., t'as plutôt 20 ans, quoi. Donc moi, j'avais déjà fait tellement de choses différentes avant, que ce soit à la télé... C'est la maturité alors qui évite le melon, tu crois ? Alors, je pense l'âge, ouais, parce que j'avais quand même là, presque 30 ans, enfin, tu vois, j'avais fait d'autres trucs avant, j'ai fait les beaux-arts, etc., donc j'ai pas fait que ça. Ouais. Je pense que ça m'a aidé à avoir un recul sur la chose. Et surtout, on m'a jamais, pendant des années, considéré comme... comment dire... si tu veux, les gens, et ça j'ai bien aimé, mais c'est particulier, les gens, ils me tutoyaient dans la rue, on me reconnaît dans la rue, on me tutoie, tu vois, les gens, ils partageaient tous les soirs, j'étais à 19h50 en direct pendant 2 ans, devant, je crois que c'était 2 millions de personnes tous les soirs, et donc les gens... t'es un peu une cousine pour eux. Et ça, j'adore, parce que t'as l'impression que tu fais un peu partie de la famille, tu vois. Tu vas dans un restaurant, ah bon, on va vous mettre une bonne table. Ça, c'est génial, j'ai beaucoup de chance. Mais du coup, on m'a pas sacralisée, si tu veux. Alors qu'il y a des actrices qui ne sont que actrices, qui n'ont pas été à la télé avant, et je pense qu'elles sont, voilà, c'est Diane Kruger, c'est machin, elles sont très... glamour, mystérieux, sacralisé. Moi, pas du tout. J'ai un rapport très direct avec les gens me connaissent de la télé, de mes sketchs, donc du coup, je pouvais pas prendre le melon. On m'a jamais considérée comme, tu vois, une actrice mystérieuse, quoi. Et est-ce que, alors, parce que maintenant que t'as joué dans énormément de films, à la fois, j'ai dit comédie, auteur, des séries, maintenant américaines, est-ce que tu as un rêve encore dans ce métier ? Est-ce que tu rêves... Oui, j'en ai plein. Oui, mais alors lequel ? Est-ce que tu rêves de tourner pour un réal en particulier ? Est-ce que tu rêves de tourner dans un vraiment, genre, je sais pas moi, un gros film américain, avoir une carrière aux États-Unis ? Est-ce que c'est quoi ton prochain souhait là dans ta carrière d'actrice ? En fait, il y a 3 réalisateurs que j'adore, mais d'ailleurs, t'as pas une question sur mes réalisateurs préférés après ? Non, mais moi j'adore, parmi les réalisateurs contemporains, j'adore Jonathan Glazer. Là, il vient de faire La Zone d'intérêt qui passe en ce moment au cinéma. Il avait fait Under the Skin avec Scarlett Johansson. Birth aussi avec Nicole Kidman. Et c'est un metteur en scène qui me fascine, évidemment, que j'adorerais ouvrir une porte dans un de ses films. J'aurais pas la prétention d'imaginer un premier rôle, évidemment, mais j'adore aussi Ruben Östlund qui a fait Triangle of Sadness, qui a fait Snow Therapy, The Square. J'imagine que tu as vu ces films. Snow Therapy. Bon, voilà, il a eu 2 palmes d'or. The Square le connaît, mais... Et puis, voilà, non mais il y en a plein. C'est ça, c'est de tourner avec un réal en particulier. Oui, dont j'admire le travail. Ouais. Genre jouer dans un film américain, jouer dans un Marvel, pas du tout. Par exemple, ça m'intéresse pas. Avoir un Oscar, bon bah.
décemment, c'est même pas la peine tu vois, d'espérer ça. Enfin, ça n'arrivera jamais. Mais c'est pas... Moi, ce qui me plaît, c'est de travailler dans des trucs vraiment différents. Un jour, j'espère réaliser moi-même, et puis ça sera déjà beau. Hein. Ok. Ouais. Bon, alors donc... Toi, tu rêves d'avoir un Oscar ? Ouais. Tu me connais, moi je vise toujours la lune, pourquoi pas. En vrai, c'est ce qui permet d'atteindre au moins les premiers nuages, quoi, parce que tu vises derrière et puis t'atteins la moitié du chemin, mais c'est déjà pas mal. Non, c'est le moteur, quoi. Mais oui, non, j'allais dire, donc pour résumer, alors on peut dire merci à Fabrice Lucchini, parce que tu viens de nulle part, tu connaissais personne du milieu. Merci à Anne Fontaine qui merci à l'animateur de Canal J aussi. Merci, c'est vrai, ce cadreur, tu vois, comme quoi parfois les coups de main viennent de ceux auxquels on ne s'attend pas du tout, c'est vrai. Ouais. Et est-ce que tu penses qu'une autre personne dans ton parcours a fait quand même quelque chose, sans forcément s'en rendre compte, qui a changé un petit peu le cours de ta carrière ou... Peut-être ma prof de théâtre, du coup. Ouais, ok. Non, mais elle est décédée, malheureusement. J'ai voulu rentrer en contact avec elle, mais j'ai vu sur Internet qu'elle était morte. Bon, mais écoute, de là où elle est, merci Swazik. Non, c'est vrai. Oui, t'avais raison, je te l'ai dit avant qu'on commence, parce que c'est quand même une question qui mérite un tout petit peu peut-être de réflexion, parce que c'est dur de trouver ça d'un coup, mais quels sont les 3 films, tu dirais, qui soit ont marqué ta vie, soit sont les 3 films que vraiment, tu te dis, dans une vie, on ne peut pas passer à côté? Alors, d'abord, il y a Les Nuits de Cabiria de Fellini. Ouais. On connaît beaucoup la Strada, mais Les Nuits de Cabiria, beaucoup moins. En fait, c'est l'histoire d'une prostituée qui va enfin rencontrer l'amour et qui va donner absolument tout ce qu'elle possède pour retrouver cet homme aimé. Et puis finalement, il va la voler et elle va se retrouver complètement désenchantée face à un amour qui était finalement factice, et c'est bouleversant, et elle est extrêmement touchante, et l'actrice c'est Julieta Massina, donc la femme de Fellini, et ce que j'adore dans son jeu, c'est qu'elle est d'une humanité incroyable, et puis elle a pas peur de jouer des personnages ridicules, un peu ploucs, un peu vulgaires, et elle le fait avec une grâce et une intelligence qui est folle, quoi. C'est une de mes actrices préférées, et le film est magnifique. Les Nuits de Cabiria. Okay. Et il y en a un autre, alors je viens de le citer, c'est Jonathan Glazer, donc c'est Under the Skin. Ouais. C'est un film avec Scarlett Johansson où en fait elle est extraterrestre et elle apprend à ce que c'est que le sentiment humain et par quoi sont traversés les autres. Mais si on oublie qu'elle est extraterrestre, ça peut être juste l'histoire de quelqu'un qui est mal adapté dans la vie et qui n'arrive pas à comprendre les autres. C'est vraiment très beau et assez saisissant. Et un autre, ce serait... Un poisson nommé Vanda. Un poisson nommé Vanda, voilà, je te l'avais dit. Ouais, c'est une comédie géniale, anglaise, qu'il faut absolument avoir vue dans sa vie, qui n'a pas vieilli, d'ailleurs, je l'ai revue il n'y a pas longtemps. Et toi, tu l'as même pas vue. Quoi ? Tu plaisantes ? Ah, si, tu Non, je l'ai vu plein de fois, je te disais. Ah oui, mais tu m'as dit il y a longtemps que je l'ai pas vu. Et ouais, exactement, je l'ai pas vu depuis très longtemps, et j'ai en mémoire, justement, il y a un personnage dans ce film qui adore les chiens, et à chaque fois qu'il a un nouveau chien, son chien se fait écraser. Et en fait, c'est con, mais c'est un truc qui m'a marqué, parce que j'étais jeune, et je me disais, pauvre chien, mais en même temps, je pouvais pas m'empêcher de rire. Oui. Et c'est vraiment l'humour anglais par excellence. Et moi, je suis fan de l'humour anglais, donc très bon choix. Moi, j'aime beaucoup aussi Un poisson nommé Vanda. Et tu m'as donné, en m'en reparlant, l'envie de le revoir. Donc je vais le revoir. Et puis j'irai voir les 2 autres aussi dont tu as parlé, parce que je ne les ai pas vus. Et ma dernière question pour toi, si il devait y avoir une musique idéale sur la bande originale du film de ta vie, ce serait laquelle et pourquoi? Ce serait Agnès Obel, September Song. J'adore ce morceau. Ok. Voilà, je vais le mettre aussi. Et tu le mets là, du coup, en fait, après sur ton podcast? Écoute, je vais voir si je peux les mettre, pour être honnête, parce que j'ai pas encore essayé. Si je peux pas les mettre, je mettrai la pochette en visuel. Très bien. Il y a une petite vidéo de là. D'ailleurs, on peut faire un petit. On est filmé. Attends, tu te fous de moi. Et attends, et dernière question, après je te laisse. Ouais. Théâtre. Alors, j'ai jamais osé jouer au théâtre et j'ai changé d'avis. Là, je veux bien en faire, mais pour l'instant, je reçois pas de pièces. Mais je crois que je serais prête maintenant à y aller. Ok. Mais pendant longtemps, j'ai refusé. J'étais terrifiée. Ah oui, parce que c'est pas le... Et pour le coup, ça demande une grande technique. Et comme j'avais pas de formation théâtrale, j'ai l'impression que j'y arriverais pas. Donc peut-être aussi pourquoi parmi pas. Les projets en tout cas, longue vie à ta carrière. Mais merci à toi aussi. Longue vie à ton film. Ouais, on verra. J'espère qu'un jour on tournera ensemble d'ailleurs. Mais écoute, j'attends que tu m'écrives un rôle.
Allez, merci à tous d'avoir été avec nous. Et puis, on se retrouve très bientôt pour le prochain numéro de Retour vers le début. Salut!